Bonsoir, merci d'être venus si nombreux pour écouter Jean-Franck Charlet. Merci beaucoup d'être venus si nombreux également. Mais oui, bien connu pour être un grand guide, grand cristallier, et maintenant un auteur de chez Guérin-Paulsen. Incroyable. Une nouvelle carte de visite. Qui vient donc nous parler de ce livre qui vient juste de sortir, Cristallier sans S. Ouais. Oui, je voulais parler de ce qu'on connaît, alors, donc j'ai parlé que de moi au singulier. Je voulais pas, parce que après, si je parlais avec un S, ça aurait jamais été assez exhaustif. Donc on m'en aurait voulu. Ouais. Donc comme ça, c'était plus simple. Je parle de beaucoup de cristalliers. Oui, quand même, entre autres. Mais comme ça, comme le titre est au singulier, je peux faire cette réponse s'il y en a qui se sentent. Alors c'est vrai qu'à la base, c'était une demande aussi de Charlie Buffet qui avait vraiment envie qu'il y ait un livre sur les cristalliers à Chamonix. Ouais. Et puis ça devait être un peu plus généraliste. Et puis finalement, ta vie est tellement riche et tellement incroyable que du coup, c'est devenu un peu plus centré. Un peu plus centré, oui. Bon. Mais quand même, tout le monde a entendu parler de ce métier de cristallier puisqu'il existait déjà bien avant le métier de guide. Donc on remonte dans plusieurs générations. Tout le monde sait que les Charlets sont des chamoniards. Non. Argentero. Mais bon, on t'en voudra pas. Non mais tu sais, on parle pas qu'aux gens d'ici. Oui. Cru, hein, on parle à tout le monde. Et alors, il y avait donc des personnages illustres. On ne va pas remonter sur toutes les générations parce qu'il y en a beaucoup au cimetière, mais on va remonter sur deux, trois générations. Donc il y avait deux frères, Georges et Armand. Charlet et ton père, donc étant Georges, le frère d'Armand Charlet, le grand guide. Je vous lis un petit passage. Mon grand-père Georges suit une voie parallèle à celle de son frère Armand. Elle passe aussi bien sûr par l'aiguille verte qui occupe la moitié du ciel d'Argentière. En 1929, Georges réalise la première du couloir couturier, ligne de neige et de glace évidente au milieu de la face nord de la Verte. Cette voie porte le nom de son client américain, Bradford Washburn, qui deviendra le magnifique photographe de l'Alaska. La voie Washburn emprunte la rive gauche du couloir pour déboucher sur la calotte. Elle revient à la mode aujourd'hui car elle est moins directement exposée aux chutes de Sérac. En 1932, Armand Charlet gravit ce même couloir en son centre et sort directement au sommet avec son client, Marcel Couturier. C'est ce nom qui est resté dans l'histoire. J'ai rencontré à plusieurs reprises Bradford Washburn. À chaque fois, il rappelait que le couturier aurait dû s'appeler le Washburn. Revenons un instant en arrière. Le 2 septembre 1929, au sommet de la Verte, où Georges Charlet vient de réussir la première ascension du couloir couturier, c'est peut-être là que son chemin s'éloigne de celui d'Armand. En arrivant au sommet ce jour-là, mon grand-père veut tenter la première descente de la très longue arête sans nom que son frère vient de gravir, mais son porteur, André de Voissou, lui dit en patois « Il y en a preu pour aujourd'hui, rentrons par l'arête du moine ». Bien leur en prend. La fin de saison est très sèche et une centaine de mètres sous le sommet, il découvre un magnifique four de cristaux. Grand-père avait l'habitude de tout noter. Ainsi, j'ai son livre de course avec les tarifs et aussi un carnet de compte où il a inscrit tous ses gains et toutes ses dépenses de 1922 à 1945. En 3 campagnes, grand-père et André de Voissou ont rapporté de la Verte plus de 150 kilos de quartz. Mal. Donc déjà, on sent qu'entre les deux, c'est pas la même chose. Hein. Entre qui et qui? Armand et Georges. Georges, oui, d'accord. Oui. Il y a une passion quand même qui est naissante là. Qui est évidente. Oui. Ouais. Alors leur père, Zian, qui n'a pas été guide, mais qui était un bon alpiniste, on lui devait la première ascension de l'aiguillette d'Argentière, un petit rocher de 30 mètres de haut, là, sous les chaiseries. Et donc il savait grimper, et lui, avec quelques expériences, il est allé avec des amis chercher des cristaux déjà. Mais ensuite Armand n'était pas intéressé, et mon grand-père, alors souvent les passions de cristallier, sauf si comme moi dans la famille on a toujours vu des cristaux, les passions de cristallier c'est fortuit. Hein. Là les jeunes aujourd'hui là, qui courent la montagne pour les cristaux, ils sont tombés fortuitement en faisant une variante à un moment donné, récemment encore là, des Espagnols qui descendent de l'aiguille verte. C'est complètement pourri sur l'arête, très instable. Du coup, ils vont à mi-chemin entre l'arête du moine et le couloir Wimper. Ils descendent dans la caillasse, là. Puis à un moment donné, il y a un truc qui coince sous le crampon. Et c'est une pointe grosse comme ça, qui est prise dans le crampon. C'est Simon Elias, hein, les frères Elias.
il y a 3 ans, en descendant de l'aiguille verte. Et puis il regarde, et puis bon voilà, je sais qu'est-ce que c'est. Alors il gratte un peu, puis il voit qu'il y en a plein partout, quoi. C'est une terrasse pleine de cristaux. Et puis il me les montre en arrivant, et au dos, là, ici, du quartz en question, en plus, il y a des fleurines vertes. Ce qu'on n'avait jamais trouvé dans le Mont Blanc encore. Donc, vous voyez, une découverte comme ça. Alors, bien sûr, depuis, ils sont passionnés de recherche de cristaux. Mais c'est arrivé aussi à plein d'autres. Là, le jeune qui tient le bar des cristalliers, là, François Régis, par exemple, lui, il était dans la traversée des Joras, il y a une dizaine d'années. Puis il y a du monde devant, donc il essaye de les doubler en passant par là à côté, et il tombe sur une cavité directement. Donc depuis, bien sûr, il est passionné de cristaux. Donc c'est plein. Et là, le grand-père, effectivement, je pense sa passion pour les cristaux est née ce jour-là, où fortuitement, en faisant un peu une variante, parce qu'à l'époque c'était peu fréquenté, puis là c'est au mois de septembre, donc la saison est très sèche, la neige a fondu partout, le four venait sans doute de se découvrir. Jean-Paul Charlet, mon père, naît en 1924. Georges comprend très tôt que son fils est attiré par la montagne. Excellent skieur, mon père enchaîne les compétitions et devient champion de France cadet avant qu'un problème de vue ne mette un terme à sa jeune carrière. À 16 ans, il se passionne pour l'escalade et la haute montagne. Son père attend patiemment de voir s'il est vraiment pris de passion pour l'altitude. On ne pousse pas ses propres enfants à devenir alpinistes. Les risques sont trop grands, le danger trop présent. Mais une fois qu'ils sont passionnés, autant les accompagner et les initier. Une tâche à la fois rassurante et enthousiasmante, dont mon père s'acquittera plus tard avec moi. Georges initie Jean-Paul à la recherche des cristaux. Les années de guerre sont peu favorables à ses loisirs, mais ils font de belles découvertes dans les aiguilles du Passon, du Chardonnay, d'Argentière et du Tournoir. Le virus du cristal s'empare de mon père. Dès lors, Jean-Paul ne fera plus une course en montagne sans scruter les parois à la recherche des veines de quartz et des fameux fours. Mes plus anciens souvenirs d'enfance me ramènent à l'automne quand, à la nuit tombante, mon père rentre avec ses dernières découvertes. Il pose son gros sac à dos dans la cuisine et nous en sortons délicatement de lourdes pierres enveloppées dans de vieux journaux. La magie naît au-dessus de l'évier quand le caillou au contact de l'eau se transforme en un incroyable joyau étincelant. J'ai écrit ça, c'est mal. C'est bien, il faut quand même écouter sa petite musique aussi. Hein. Non, mais c'est lu par toi, alors toi, ça prend tout autre. Non, mais pour dire quand même que c'est dans les tripes. Oui, c'est dans les tripes. Ouais. Hein? Non, mais pour moi, oui, c'était évident. Ouais. Parce que depuis tout petit, il y a plein de cristaux dans la maison. Il y a cette fameuse, vous verrez le premier paragraphe, là, cette fameuse recherche de l'or au Passon qui a bercé. Alors ça, c'est vraiment ma première enfance. Moi, j'ai que de vagues souvenirs. Mais effectivement, après, je ne pouvais qu'aller chercher des cristaux. Et du reste, quand j'ai commencé à l'alpinisme, j'ai commencé à aller chercher plutôt des cristaux que de faire de l'alpinisme. Et je me souviens très bien me demander ce que les autres faisaient en montagne sans ramasser de cristaux. Ouais, c'est comme ceux qui marchent en forêt. Une perte de temps d'aller marcher dans les traces des autres, on était sûr de rien trouver. Alors qu'il y avait tant à faire, à fouiller à côté. Et... Bon, après, j'ai compris ce qu'était l'alpinisme quand même, plus tard. Mais parlons-en quand même du Passon. Le 30 novembre 1957, un journaliste du Progrès de Lyon frappe à la porte de mes grands-parents. Dans son journal, mon grand-père note « Comme je ne voulais rien lui dire, le journaliste rétoque que personne ne pourra l'empêcher de faire un article. Il a déjà vu des gens du village qui en savent long et plutôt que de révéler des choses fausses, j'ai intérêt à lui dévoiler tout mon secret. » La semaine qui suit voit défiler à Argentière tout ce qui compte dans la presse régionale et nationale, presse écrite et radio. J'ai chez moi un classeur contenant les articles que Georges Charlet découpait soigneusement dans les journaux. De l'or dans le massif du Mont Blanc. Grâce à un radiesthésiste, un guide va devenir millionnaire. Une pépite d'or pur trouvée à plus de 3000 mètres. Le célèbre guide Charlet attend les beaux jours pour exploiter les 48 hectares dont il a demandé la concession. Là-haut de l'or, il y en a partout, déclarent les vieux du village. Cet engouement médiatique inspire certains argentéros au bar de l'hôtel Bellevue. On sert un cocktail mine d'or. Et Alfred Simon brandit devant les journalistes une pépite grosse comme un œuf. Ce qui lui vaut les honneurs de la presse nationale et un démenti quelques jours plus tard, la pépite venait d'Afrique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous découvrirez ce que c'est que cette histoire, ouais. Mon père et mon grand-père en 1956 et 57, alors c'est plutôt en 56, ils ont creusé, donc c'est au col du Passon. Quand on monte le couloir du col du Passon à pied,
on prend la branche plutôt de gauche, et vous verrez qu'il y a aussi un couloir qui part à droite, ça fait une espèce d'Y, et au milieu de l'Y, à peu près 50 mètres sous le sommet, il y a un rocher vertical, il y a une veine de quartz, et là vous découvrirez qu'il y a une mine qui a été creusée par mon père et mon grand-père en 1956, et où ils ont trouvé quelques pépites d'or. Alors je vous rassure, on ne s'est pas enrichi beaucoup avec ça, hélas, parce que c'était quelques têtes d'allumettes, une dizaine de pépites grosses comme des têtes d'allumettes, qui étaient enchâssées dans les quartz. Donc il y a eu une vraie fièvre de l'or à ce moment-là, à Argentière. Donc ils ont demandé une concession, et demandant la concession, ils ont dû dévoiler leur secret. Et donc toute l'histoire. L'emballement médiatique. L'emballement médiatique derrière, etc. Avec des argentéros qui prenaient du sable dans le... Oui. Qui fait... C'est drôle ça quand même. Oui, c'est pas mal. Belles histoires de village. Mais revenons à toi. Juin 1966, j'ai donc 13 ans, lorsque je pars avec mon père pour ma première vraie sortie au Cristaux, qui a bien failli être la dernière. Un cousin suisse, Raymond Capi, féru de minéralogie, nous accompagne vers l'arrêt Charles-Straton de l'Aiguille d'Argentière. En ce début de saison estivale, nous partons du sommet du téléphérique des Grands Montets pour rejoindre à ski le refuge d'Argentière. Je fais des compétitions de ski depuis plusieurs années, mais je n'ai aucune idée des dangers du hors-piste sur glacier. Après quelques virages, la neige se dérobe sous mes skis et c'est la grande chute. Je rebondis sur les parois de la crevasse et atterris 25 mètres plus bas sur un pont de neige douce. Découverte instantanée de l'étrange monde sous-glaciaire très angoissant. D'énormes stalactites de glace pendent au-dessus de moi et semblent prêtes à s'effondrer pour m'enterrer vivant. Premier miracle, je suis indemne. Du fond de ce qui aurait pu être précocement mon tombeau, je hurle de toutes mes forces pour me signaler à mon père. Deuxième miracle, au moment de ma chute, il était derrière moi et a vu tout de suite le trou béant laissé par mon passage. Aussitôt, mon père organise un ancrage, lance une corde et descend en rappel dans la crevasse. Celle-ci est si profonde qu'il n'entend pas mes appels et ne me découvre que lorsqu'il arrive près de moi. Joie et pleurs alternent. Je vois mon père, grand mystique, tomber à genoux pour remercier le ciel de ce miracle. 25 mètres d'une chute arrêtée sur un pont de neige molle alors que tout autour n'est que glace vive, bleue et dure comme du cristal. À 2 mètres près, j'étais mort. Dernier miracle, les pisteurs des Grands Montets travaillent sur l'arrimée, 300 mètres au-dessus de nous. Mon cousin resté en surface les appelle. Ils sont maintenant 5 costauds pour nous sortir de là. En quelques minutes, mon père et moi retrouvons la surface, accompagnés des pisteurs. Je remonte au Grand Montet et rejoins la vallée en téléphérique. Ma première course de cristallier sera pour plus tard. Des miracles, il y en a plein dans le bouquin. Je vous le dis tout de suite parce qu'il a réchappé, je sais à combien de morts. Enfin, c'est assez classique de tous les alpinistes quand même. Ouais, mais enfin, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Si on questionne Claude Jacou qui est là avec nous, qui a quelques années de plus que moi d'expérience et de grandes aventures, je pense que des miracles, il en a vu quelques-uns. Ah, quand même. Et puis c'est hélas le lot de bien des guides et hélas aussi la malchance pour certains. Et puis c'est la grande aventure qui commence en 68. Mon cousin Georges Bettembourg s'éprend aussi d'escalade, de montagne et de cristaux. C'est le fils de France, la sœur de mon père. Ensemble, nous allons faire corder. Georges a 17 ans, 2 ans de plus que moi. Nous passons tout le mois d'août au refuge d'Argentière à la recherche du minéraux. Les grandes parois nord d'en face nous effraient et nous restons au sud, au pied de l'aiguille d'Argentière, du Chardonnay, du Tour Noir, de la Pointe Kurtz. La chance sourit aux débutants. Nous découvrons de très belles améthystes au-dessus du glacier du même nom, de mémoire d'Argentero. Il ne s'en était découvert qu'à 1 ou 2 reprises, ces 50 dernières années. Nous trouvons aussi de beaux quartz au pied des petites aiguilles rouges du Dolan. Bilan, plus de 300 kilos descendus dans la vallée. Le portage de lourds sacs à dos pendant des heures est pour nous une formidable école. Chamonix organise cet été-là sa première bourse aux minéraux. Nous y sommes et les ventes sont encourageantes pour des gamins qui, pour la première fois, gagnent quelque argent, fruit de leur labeur. C'est le début. C'est le début, voilà. Ça commence donc à l'âge de 15 ans. Jusque-là, je n'étais pas très intéressé par la montagne, ni par l'escalade, etc. Puis là, c'est le coup de foudre pour l'escalade, surtout, et puis pour la montagne et l'alpinisme. Et puis c'est un peu la mode aussi, non? Ouais, enfin, c'est... Le club de minéralogie. Oui, alors bien sûr, oui, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, alors on ne pense pas à ça, nous, on va chercher des cristaux parce que mon père avait dû nous dire, allez par là, il y a des cristaux, et puis voilà, donc on fait ça. Mais nous, on tombe juste au bon moment, si je puis dire, parce qu'il y a tout d'un coup des débouchés, un marché, il y a tout d'un coup plein de gens intéressés pour faire des échanges
acheter des cristaux. Il y a le lobby de la minéralogie, le hobby, pardon. Le lobby. Et lapsus, c'est quoi le lobby? C'est négatif. Le hobby de la minéralogie qui s'empare de milliers de personnes. Il y a des clubs dans toutes les villes de France et du coup chaque club organise sa bourse, c'est-à-dire un marché ouvert à tout le monde, d'échanges et de vente de cristaux. Donc les cristaux s'achètent, s'échangent. Et on est en 1968 là, 68-70, ça commence. Et nous on est juste dans la bonne tranche. Parce qu'avant quand même, mon père il trouvait des cristaux mais il ne savait pas trop quoi en faire. Donc il les gardait ou il les donnait à ses clients lors des courses ou des choses comme ça. De temps en temps, il a peut-être pu en vendre dans les années 50-60, mais ça restait marginal, parce que ça n'intéressait pas grand monde. À part les musées, mais les musées pratiquement il fallait leur donner, puisqu'ils n'ont pas les moyens d'en acheter. Autrement, voilà. Parce que pour faire des cadeaux. Les cristalliers, bien avant... Oui, alors bien avant, vous verrez, il y a une tentative d'histoire des cristalliers. Depuis le XVIe siècle, on sait qu'on cherche et qu'on trouve des cristaux à Chamonix. Donc le long des glaciers, le long des moraines. Et à l'époque, il y avait un véritable marché, parce que le cristal de roche était acheté par les tailleries pour faire des lustres, pour faire des vases, des choses comme ça, comme matière première. Donc là, il y avait un véritable marché. Ce marché, il dure jusqu'à peu près Jacques Balmat, avec la première ascension du Mont Blanc. Et à ce moment-là, en fait, il y a le Brésil et Madagascar, en fait, surtout le Brésil. Aujourd'hui, 80% de la minéralogie du monde vient du Brésil. C'est un pays grand comme la France, avec plein de granit dans le sol, avec plein de potentiel de mines de cristaux. Et comme il y a ces cristaux qui arrivent, ils appellent ça des colonies de saussure, eh bien, ça arrive par tonnes, seulement par bateau. Et c'est pas le petit cristallier de Chamonix qui trouve un débouché quelconque. Bon. Il y a vraiment une concurrence très forte de ces minéraux qui viennent de Madagascar et du Brésil. Et en même temps, à ce moment-là, c'est le début du tourisme à Chamonix, ça marche. Mais comme tu n'étais pas sur ton portable, je n'ai pas pu t'avertir. Et donc, il y a vraiment, jusqu'à Jacques Balmat, il y a vraiment un marché, là, on a plein de documents là-dessus, pour la taille. Et puis après Jacques Balmat, donc cette concurrence du Brésil fait que ça s'effondre, mais ça ne s'effondre pas très longtemps, parce que du coup les touristes arrivent à Chamonix, par milliers, des années 1815, 20, etc. Et là, on crée des boutiques, donc avec des animaux empaillés, avec des herbiers et avec des cristaux. Et donc à nouveau, les cristalliers peuvent vendre leurs cristaux, parce que les gens sont demandeurs de ces curiosités naturelles que sont les cristaux. Voilà. Ça dure un petit moment, mais et après la minéralogie quand même tombe un peu en sourdine pendant un petit moment. Jusqu'à ces fameuses années 70 où là on a la chance, nous, justement, de commencer à prospecter. Je continue un petit peu, mais on ne va pas tout dire non plus, parce qu'il y a tellement d'histoires dans ce livre, mais il y a quand même une question qu'on se pose. Oui. Est-il légal de cueillir des cristaux en haute montagne ? Pour une activité dont on a vu qu'elle est avérée depuis des siècles dans la vallée de Chamonix, la question peut sembler saugrenue. Pourtant, à la fin des années 70 en France, la réponse reste floue. 4 cristalliers suisses vont en faire les frais. Leur histoire commence pendant l'été 1976. Les conditions sont excellentes dans les versants nord, dépourvus de neige et de glace. Les guides Alexander von Bergen et son ami Willy Bernegger, tous deux cristalliers de renom, rêvent depuis longtemps de gravir l'éperon Walkler au Grand Joras. Les voici au refuge de l'Échaud. Une belle nuit étoilée leur permet de rejoindre le pied des Joras et d'attaquer à l'aube. Après quelques centaines de mètres d'escalade, ils découvrent un grand four de cristaux légèrement à gauche de l'itinéraire normal. En quelques coups de piolet, ils se rendent compte de l'ampleur de la découverte. Mais ce n'est pas le moment de s'attarder, 1000 mètres de parois les attendent. Ils reviennent plusieurs fois. Donc j'ai eu la chance, en faisant une conférence en Suisse il y a une dizaine d'années, j'ai re-rencontré ces fameux cristalliers suisses. Et donc c'est la veuve d'Alexander Burgener, là, qui m'a donné le récit que lui avait écrit, parce qu'il a fait 15 jours de préventive à la prison de Bonneville. Il faut dire pourquoi. Oui, attends, je vais vous expliquer. Ouais. Il a fait les Grandes Joras, gendarmerie de Chamonix, Bonneville. 15 jours en préventive. Et donc il a eu le temps d'écrire, et j'ai le manuscrit donc, qu'il a écrit, et du coup j'ai pu raconter l'histoire comme jamais elle avait été racontée, je pense. Et donc l'histoire elle est que, ben oui, ils dynamitent, alors eux ils vont avec les gros moyens, parce qu'en Suisse,
Contrairement à Chamonix, c'est pas classé. Et au contraire, on encourage presque les gens à chercher des cristaux. Ils peuvent on leur délivre des permis, c'est un permis communal. Ensuite, s'ils veulent l'hélicoptère, on les autorise. Et même, ils peuvent même passer des permis d'artificier. Et ils ont le droit de dynamiter pour sortir des cristaux. Donc eux, ils sont de cette culture-là. Ils sont au Jura. Alors bien sûr, ils voient que c'est compliqué à sortir les cristaux. Donc ils montent avec la dynamite, avec les marteaux-piqueurs. Et ils redescendent des cristaux en hélicoptère. Et là, donc, ils se font inculper de dégradation de site classé du Mont Blanc. C'est la grande histoire. Et donc, après l'affaire des Suisses, en fait, depuis 1979, il devenait illégal de chercher des cristaux, puisque la justice avait estimé que, puisque le Mont Blanc est un site classé, le simple fait de prendre un objet dans le site classé et de le redescendre, c'était dégrader le site. Point barre, voilà. Et nous, donc, en fait, ça inquiétait personne, parce que tout le monde pensait qu'ils étaient surtout fait inculper parce qu'ils avaient dynamité dans les Grandes Jorasses, et puis pris l'hélicoptère. Donc nous, on continue de chercher des cristaux normalement, là, avec nos moyens, jusqu'à notre histoire de 85, où on descend la face nord d'Urquin en rappel, en descendant sur une zone qu'on avait vue, qui avait des gros trous, et on arrive là-dessus, et là, il y a des tonnes de cristaux. Pas des tonnes, mais on a dû en descendre 1,5 tonne, je ne sais pas combien. Bon. Et devant, là, il y a encore 400 mètres de rappel sous la paroi. Donc on se dit, ça va être compliqué. Et la nature fait bien les choses. Il y a une espèce de petite terrasse, 20 mètres plus bas que notre four, au sommet d'un petit pilier. On se dit, là, si on met un filet d'hélicoptère et si on monte avec plein de sacs, on les pose là-dessus, l'hélicoptère vient et on ramène tout en bas. Et on a fait ça 2-3 fois et ça a été très impopulaire. Et on s'est fait à nouveau, donc, comme les Suisses, inculpé de dégradation de site classé du Mont Blanc. Donc il y a tout un long passage là-dessus qui explique les tenants et les aboutissants. Vous avez fait combien de préventifs à Bonneville? Alors nous on a fait que 2 jours succulents avec mon ami Créton en garde à vue. En garde à vue. Alors ça aurait été cool à Chamonix, mais à Chamonix ils n'avaient plus de cellules, c'est en construction, en réfection. Donc on est descendu à Passy. Et à Passy on était vraiment les gendarmes. On y restait enfermés quand même pendant 26 heures. Sans manger, sans boire. Si, peut-être qu'on avait de l'eau. On a dû avoir de l'eau. Enfin, en enlevant la ceinture, en enlevant tout pour pas qu'on se suicide pendant la nuit, etc. Ça nous fait quelques souvenirs avec mon ami Créton. Enfin, en même temps, on ne faisait pas tellement les malins, parce que moi, je savais que les Suisses avaient fait 15 jours. Donc, je commençais à perturber un peu pour la suite. Surtout qu'à ce moment-là, on ne sait rien. On sait que vous êtes en prison, fermé derrière des barreaux, mais vous ne savez pas ce qui se passe. Allô, tu veux que j'ai un tout petit passage. Allô, monsieur Charlet, ici RTL. Vous êtes inculpé de dégradation du Mont Blanc pour avoir dynamité la montagne. Qu'avez-vous à dire? Je reprends toujours la même ligne de défense. Premièrement, nous n'avons jamais utilisé de dynamite ni de marteau-piqueur. Ensuite, les cristaux sont cachés dans les cavités. En aucun cas, on ne peut parler de dégradation de site. Si nous ne les ramassons pas, leur avenir géologique est inéluctablement leur destruction par l'érosion naturelle de la montagne. Mais rien n'y fait, mes propos sont chaque fois ridiculisés. Je mesure à nouveau l'énorme abîme entre ce monde parisien et citadin et le nôtre, celui de la haute montagne. Dans les minutes qui suivent, je reçois une demi-douzaine de coups de téléphone de la presse nationale. Le soir, le journal d'Antenne 2 ouvre sur notre affaire. L'interview que j'ai accordée dans l'après-midi ne parvient pas à contrer l'impression que laisse le reportage. Nous sommes des cupides saccageurs d'une montagne qui mérite protection. Le lendemain, la presse papier s'en donne à cœur joie. Le Figaro nous voit comme les casseurs du Mont Blanc. Pour l'Alsace, c'est razzia sur les cristaux du Mont Blanc. Pour la Marseillaise, le Mont Blanc est un gruyère. D'autres nous voient inculpés de vol de cristaux pour des centaines de milliers de francs. Seul Le Monde reprend en partie nos arguments. Tandis que Libération garde un peu d'humour, les cristalliers n'ont pas de veine. Bon, ça nous a bien occupés, hein. C'est une belle histoire, vous verrez. Ça nous a occupés pendant 7 ans. En tout cas, au bout de 7 ans, on a perdu. Et donc, il devenait illégal de chercher des cristaux dans le massif du Mont Blanc. Et là, donc, on s'est mis tous autour de la table. Parce que comme j'étais quand même assez près des milieux écolos de l'époque, Fédération de protection de la nature, etc., j'ai bien vu que ce qui les choquait, c'était l'hélicoptère. Bon, la dynamite évidemment, mais là c'est pas le cas, mais c'était l'hélicoptère et que donc avec sac à dos, burin et massette, tout le monde était d'accord qu'on puisse continuer à chercher des cristaux. Et on est sous cette réglementation-là,
Il a fallu une lettre directive du ministre de l'Environnement, c'était Barnier à l'époque, Michel Barnier, qui nous a pondu ça, qui interprète en disant chercher des cristaux ne doit pas être vu, selon l'article, comme une dégradation d'un site. Mais avec les moyens rudimentaires, sac à dos, marteau et burin, et c'est tout. Voilà. Et donc on est sous cette réglementation-là. Maintenant, l'activité, on s'auto-déclare chaque année à la mairie de Chamonix. On signe cette charte où on s'engage à ni utiliser de dynamite, ni d'hélicoptère, etc. Et on s'engage surtout à montrer les plus belles trouvailles que l'on a faites pendant la saison et à les montrer à un comité du musée et de la mairie, de façon à ce que la mairie ou le musée puisse faire préemption. Voilà, et donc c'est comme ça que le musée est si beau et qu'il y a tellement de magnifiques pièces à l'intérieur. Bon, puis du coup, des histoires rocambolesques, il y en aura d'autres. Hein. Oui. Il y aura des dénonciations. Il y aura des... Oui, voilà. Que tu dénonces d'ailleurs. Oui, que je dénonce. Voilà. Enfin, il y aura pas mal d'histoires. Pas mal d'histoires à suivre, à lire dans le livre. Mais après, là, je vais te laisser la parole le temps. Tu vas parler des cristaux. Côté un peu plus scientifique, parce que tu es quand même aussi un scientifique aussi à la base. Non, mais je ne sais pas si ça vous intéresse, vous mettez ça dans le livre. Enfin, le livre n'en parle pas tant que ça, en fait. Ouais. Un petit peu quand même. Non, ces cristaux, l'argument c'est que donc, ils sont formés 15 km sous terre il y a 15 millions d'années. Il faut imaginer qu'à ce moment-là, c'est la plaque européenne et la plaque africaine rentrent en collision, compriment les roches comprimées comme ça se fendent, et ça fait ces fameuses fissures, et donc se fendent. Ça fait un vide, le vide se remplit de solutions aqueuses, c'est-à-dire c'est de l'eau avec des minéraux en solution autour. Alors on est sur des pressions de 400 fois la pression atmosphérique, des températures de 400 ou 500 degrés. Donc là, le quartz se dissout énormément à ce moment-là dans l'eau. Alors il faut imaginer que du coup ces fissures se remplissent de cette eau avec des atomes de quartz en solution. Hein, et puis tout ça va remonter tout doucement, 1 mm par an, 15 millions de millimètres ça fait 15 km. C'est-à-dire que ce qui était 10 km sous terre est aujourd'hui à 4-5 000 mètres d'altitude. Et donc c'est remonté doucement, et à un moment donné, en remontant, ça refroidit et ça se décomprime. Et du coup, la solution qui était saturée, les atomes sont chassés et les atomes s'agglutinent. Donc ils se forment sur la paroi du granit, là, comme ça, le granit. Il y a des mini-cristaux, et les cristaux vont s'arranger selon les lois de la cristallisation. Hein. Ça dépend de la molécule de base, qui est une espèce d'aimant qui se colle entre eux, comme ça. Et puis ça finit par faire, alors, comme la molécule de base du quartz, c'est un tétraèdre, c'est-à-dire c'est un truc à 4 faces comme ça. L'autre il se colle là, et dès qu'on en met 6 ensemble, ça fait déjà un cristal hexagonal. Et après ça continue, et donc ça pousse, comme ça. Et puis à un moment donné, alors ça devrait faire que comme ça, et puis à un moment donné, il y a un autre qui gêne à côté, et ça part comme ça. Puis quand il n'y a plus de solution, ça s'arrête. C'est-à-dire que les pointes, elles sont plus ou moins hautes. Hein. Du vu, là, c'est un peu comme ça veut bien fonctionner. Donc on connaît tout ça parce qu'on sait faire, parce que l'électronique utilise le quartz. Le quartz, quand on comprime un cristal comme ça très fort, il vibre. Et c'est cette vibration qu'on utilise pour faire le séquençage des secondes dans tous les appareils d'horlogerie, les montres à quartz, etc. Puisqu'on est capable de mettre un circuit qui vibre comme ça, et puis avec l'électronique derrière, de séquencer les secondes de façon extrêmement précise. Donc on fait des quartz artificiels dans des fours aujourd'hui, dans des fours d'eau salée avec d'autres éléments de façon à pouvoir, sans passer à 400 atmosphères et 500 degrés sur des trucs, on arrive à faire, et on fait pousser des cristaux artificiellement, et après on les coupe en morceaux. Parce que les quartz naturels, pour l'électronique, ils ne marcheraient pas très bien, parce que bien qu'ils soient des fois transparents, il y a plein d'autres éléments, du fer, du magnésium, des éléments qui sont à l'intérieur et qui font que la piézoélectricité ne marche pas très bien. Voilà, il y a des choses comme ça, vous verrez un petit peu. Ça, on n'en parle pas trop. L'argument fort, c'est de dire que les cristaux, ils sont formés il y a 15 millions d'années, c'est monté. On pense qu'à partir de 8 millions d'années, ça y est, ils sont finis. Il n'y a plus les pressions et températures suffisantes pour que ça continue de pousser. Même s'il y a de l'eau dans les fissures et tout ça, ça s'arrête. Donc ça fait quand même 8 millions d'années qu'ils sont là. C'est monté, et puis là, ça monte sur le Mont Blanc. Le Mont Blanc, il tombe de la neige, ça fait des glaciers. Les glaciers creusent le Mont Blanc, et puis du coup laissent par endroits des parties de roches plus dures. C'est les fameuses aiguilles de Chamonix par exemple. Le glacier il creuse d'un côté, il creuse de l'autre, et puis ça s'effondre.
puis à un moment donné, la cavité qui était enfouie dans le rocher, elle est juste à la surface, et c'est à ce moment-là que nous on les ramasse. Donc on ramasse d'abord que la toute petite, infime quantité qui est en surface d'une paroi, sachant qu'à l'intérieur la probabilité est aussi forte qu'il y en ait, sachant que 5 km sous terre la probabilité est aussi forte. Quand ils ont percé le tunnel du Mont Blanc, on a trouvé des cristaux. Quand EDF a percé toutes les galeries par exemple des Mossons et tout ça, ou la galerie sous la mer de glace, il s'est trouvé plein de cristaux. Donc il y en a sur toute l'épaisseur du rocher. Et nous on ramasse vraiment que ce qui est à l'air libre, parce que par hasard le dernier effondrement nous permet de voir et ramasser. Donc fort de cet argument-là, ça veut dire que comme il est là, la paroi elle est là, le prochain effondrement, le four il disparaît et les cristaux sont réduits en sable de moraine et ils n'existent plus. Donc c'est fort de cet argument-là quand même que les sommités géologiques en France nous ont défendu pour dire laissez-les ramasser les cristaux. Mais ne leur facilitez pas trop le travail. Pas d'hélicoptère. Voilà. Pas d'hélicoptère, bien sûr pas de dynamite, pas de matelot-piqueur. Du coup, nous on ramasse ce qu'on peut avec un burin, une massette, pendant 1 ou 2 mètres, souvent moins que ça. Et après, on sait que ça continue, il n'y a aucune raison que ça ne continue pas. Mais bon, après, il faudrait agrandir le trou. Quand vous êtes avec juste un burin, une massette à 3000 mètres pendu sur un baudrier, vous n'allez pas bien loin pour casser le rocher. Et si un jour le cristal de roche devait être une matière première extrêmement recherchée, etc., parce que des vertus, je ne sais pas lesquelles, tous nos fours seraient à reprendre avec marteau-piqueur et dynamite et s'enfoncer plus loin. Il reste c'est vraiment un petit fragment de ce qui doit exister sous terre que les cristalliers aujourd'hui nous ramassons. Alors il y a un autre chapitre, on verrez vers la fin, c'est le réchauffement. On a un peu honte, on est les seuls à profiter du réchauffement. Mais bon, c'est comme ça, si vous voulez, chaque année, quand la mer de glace au niveau du requin, par exemple, baisse de 10 mètres, vous voyez, toute la mer de glace, ça baisse de 10 mètres, au bout de 10 ans, ça fait 100 mètres, et ça fait sur 100 mètres de haut des rochers qui n'ont jamais été à l'air libre. Enfin, depuis les générations, en tout cas, des 5-6 derniers siècles. Et donc, il y a chaque année de nouveaux potentiels le long des glaciers, comme ça, de fissures qui peuvent être là, qui sont ouvertes depuis longtemps, mais qui pour la première fois sont plus cachées par la glace. Et donc, on peut ramasser aujourd'hui facilement, et je cite quelques exemples à la fin, où effectivement, les jeunes assez néophytes en la matière ont trouvé des choses exceptionnelles comme ça à ras les glaciers. Là où nous, on ne pensait pas aller, puisque tu as passé 100 fois. On est passé 100 fois, mais 50 mètres plus haut. Et on n'a pas passé le jour où c'était... Voilà. Alors, la chasse aux cristaux, la cueillette, comment on dit Oui. Hein Alors la chasse, ça fait chasseur, c'est pas le terme, mais pourrait choquer. Ouais. Ça rappelle un peu... Oui, mais en même temps, il y a une ambiance un peu cueillette. Alors, on dit la cueillette... Cueillette, c'est bien, hein, c'est pas mal. Alors, il faut savoir quand même qu'on cueille. Par exemple, le four, on s'est fait inculper au requin, là. Tous les cristaux c'était toute la voûte supérieure du trou qui s'était effondrée sur 3 mètres de large et 6 mètres de profond. Hein, alors, les cristaux n'étaient pas beaux partout. Hein. Souvent, ils étaient cassés. On les a laissés sur place. On n'a pas. Mais du coup, et c'était complètement. Donc, les cristaux étaient comme ça. Ah ouais. Le socle était comme ça, là, et on faisait comme ça. Incroyable. À tel point que ça ne se voyait pas que c'est une voie de maison. De maison était passé par là, vous verrez, quelques années avant. Et donc de maison, il a dormi là-dessus. Là, il y avait une boîte de conserve, il y avait 2 pitons de la voie de maison à côté. Il n'avait jamais vu qu'il y avait des cristaux, donc il avait rapporté en disant tu aurais pu avoir un peu de curiosité quand même. Il fallait regarder. Donc, franchement, quand on arrive dans une cavité, qu'on est les premiers, les 3/4 des cristaux sont détachés, c'est bien de la cueillette. Alors après, des fois, il faut décoincer, parce qu'il y a du rocher devant, donc il faut casser le rocher qui est devant pour laisser la place pour aller chercher les cristaux au fond. Et puis après, il y a quand même une partie des cristaux qui sont... Vous voyez, souvent, si on prend ça... Et dessous, c'est cristallisé. C'est pas détaché au burin.
C'est-à-dire que ça, c'était flottant. On appelle ça flottant quand c'est prêt à prendre. Ça veut dire que ça s'est déjà détaché du... Bien sûr, sur les 15 millions d'années, ça a eu le temps de se détacher de la roche principale. Alors que les fluorines, ici, elles sont collées sur le granit. Alors des fois ça peut, avec la différence un peu de matière entre le cristal et puis le granit, ça va fondre comme ça avec le gel, le dégel, et donc cette partie-là peut se détacher. Mais souvent, quand même, ça reste accroché. Alors, quand c'est accroché dans la roche, ben là, on tape un peu du grain de la massette. Mais enfin, ça, dans le sac à dos, quand même, il faut redescendre en ça, rappel. Ça fait 36 kilos, c'est le maximum que tu peux... Ah ouais. Ouais, c'est sérieux. Ouais. Alors ça, on a de la chance, ça ne vient pas très haut, il y a un seul rappel. Ah ouais. Enfin, un rappel de 80 mètres, disons qu'il y a 2 rappels, mais on venait des grandes cordes. Mais donc tout ça en fait dans le livre on le voit, c'est prétexte à tellement d'aventures et de camaraderie parce que tu parles beaucoup de tous tes camarades. Bon déjà ton cousin, après il y a René Guéligny, Roland Dédérem, ouais. qui s'est prêté au jeu pendant 3 ans avec nous. Ouais, Roland Créton, Lagarde, enfin, beaucoup de... Après comme c'est une activité qu'on n'a pas trop envie de partager avec trop de monde, parce qu'après, ça reste un peu secret. Quand vous trouvez un four avec quelqu'un, c'est à tous les deux, et normalement, l'autre il va pas avec l'autre, et puis l'autre il va pas avec l'autre, et puis etc. Ouais, donc, il y a des clans. Ouais, donc on fait des équipes. Des équipes, et voilà. Il y en a beaucoup à Cham? Oui, il y en a pas mal, là, ouais. Non, les jeunes ont bien repris, je suis très content de ça. Beaucoup, alors, on peut dire qu'il y a 5 équipes, là, en ce moment. Ah oui. Ouais, à peu près. 5 équipes de 2 ou 3. Alors des fois ils se mélangent plus que ce qu'on se mélangeait nous à l'époque. Ils sont plus partageurs. Oui, c'était la bande des Dalton. Hein. C'est facile, il y avait 4 cristalliers en prison, c'était forcément les Dalton. Et donc tu rends hommage à tous ces gens aussi, il y en a pas mal disparus, mais c'est bien parce que tu as vraiment envie d'en parler, quoi. Donc ça c'est chouette. Ah oui, quand même, je suis passé... René Guéligny, ça fait 45 saisons qu'on va au Christian ensemble quand même. Ouais. Donc, quand même. Donc des aventures incroyables. Enfin, faut découvrir, parce que c'est assez rocambolesque. À des moments, c'est assez. Faut lire on va pas tout vous lire, quand même. Mais toi, qu'est-ce que toi tu veux rajouter par rapport à tout ça? Non, écoute, moi, je suis content comme c'est sorti. Je peux montrer par exemple un petit film. Ouais, tu voulais montrer un petit film. Et puis aussi, si vous avez des questions, profitez-en parce que... Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a des femmes oui, alors il devrait y en avoir, mais pour l'instant pas vraiment. Alors il y a une cordée il y a quelques années, parce que fortuitement il y avait une fille, une forte grimpeuse qui a trouvé un joli four. Donc ça y est, la passion était venue directement. Et donc elle est partie avec une copine, ils ont vidé la cavité en question, ils avaient trouvé d'assez jolies choses. Et après je crois qu'ils n'ont pas eu la chance de retrouver des choses, donc ça s'est arrêté comme ça. Donc il y a pas mal aussi d'alpinistes qui trouvent un jour et puis qui deviennent cristalliers. Parce que d'un coup, bien sûr, quand vous le trouvez fortuitement, je trouve que c'est facile. C'est chouette. C'est un cadeau du ciel, quoi. Il y a juste à se balader un peu en dehors de la voie normale de l'aiguille d'Argentière, du Tour Noir ou je sais pas où, et puis hop, on compte des cristaux. Sauf qu'après, on s'aperçoit que... Il faut avoir l'œil quand même. Ils y vont souvent, et ils ne retrouvent plus rien, et donc après ils arrêtent. Il y a une vraie lecture du paysage quand même. Il y a une grande lecture du paysage. Pour le cristallier. La cueillette se fait toute l'année ou c'est... Ah non, alors la cueillette, non, hélas, non. non, on attend que la montagne soit très sèche. Parce que, comme on trouve les cristaux dans des fissures, ces fissures se remplissent de neige et de glace. Chaque hiver, chaque automne, chaque hiver. Et donc, si vous y allez maintenant, à 3000-3500 mètres, alors là, cette année, ça va être bien parce que... coup de chaleur là, c'est quand même pas mal. Ça a l'air de fondre très vite. Mais en général, il y a de la glace. Et donc, quand vous arrivez sur un four qui est tout gelé, d'abord, vous risquez de rien voir. Pour peu qu'il y ait une ou deux pierres devant, vous regardez, vous dites, il n'y a rien. Alors qu'il fallait remuer ces pierres, puis derrière, il y avait quelque chose. Mais si c'est tout gelé, vous ne faites rien. Vous voyez rien, vous ne faites rien. Donc, on attend en général que la montagne soit dégelée. Donc, c'est à partir de mi-juillet en général, jusqu'à l'arrivée des prochaines neiges au printemps.
Donc l'automne, donc ça dure 2 mois la saison. Hein, en gros. Alors après, on peut y aller l'hiver quand on sait exactement où c'est. Ça nous est arrivé de redescendre des cristaux à ski parce que c'est quand même beaucoup plus cool qu'à pied. Donc on a laissé des sacs à certains endroits. Ouais. On a laissé des sacs à certains endroits et puis on venait les chercher l'hiver à ski. Comme ça, en un quart d'heure, vous êtes en bas, c'est bien. Et quand vous avez été inculpé, que sont devenus les cristaux? Eh bien, ils ont été saisis par le tribunal de Bonneville et ils devaient être remis au musée de Chamonix quand il y aurait un musée à Chamonix. Et entre-temps, ils ont disparu. La mairie n'a jamais pu les retrouver. Et surtout, le gros cristal de notre deuxième inculpation, c'est quand même un truc de 120 kg qui est grand comme ça. C'est une pièce tout à fait exceptionnelle qui aurait évidemment sa place au musée. Je ne sais pas où elle est. Ouais, ça disparaît pas comme ça. Non. Moi, j'ai rien dit. Il y a aussi des fois des caches qui ont été trouvées par d'autres. Non, il n'y a pas eu des petites histoires. Alors normalement, la réglementation, quand on trouve un four, on met sa petite étiquette là, en plastique dessus, ouais. Et tu peux te le réserver pendant 3 ans. Ah oui? Ouais. Tu mets ton nom. Tu mets ton nom, tu le réserves pendant 3 ans. Tu as le droit de te réserver 3 fours comme ça par bassin. Comme il y a 5 bassins, ça fait quand même 15 fours, tu peux te réserver, c'est pas mal. Mais en général, jusque-là, nous, on a tellement été dans les endroits difficiles, les faces nord et droites et tout, que jamais personne n'est retombé. Sauf cette pièce-là qui vient du pied de la face nord et droite, ça avait été quand même... les gens ils nous ont pas piqué grand-chose, mais comme on était à vue du refuge d'Argentière, aux jumelles, ils nous voyaient des journées entières. Oui, brassés dans Il y a même un jour, comme on était dans la face nord et droite et qu'il y avait des touristes qui passaient en bas, qui regardaient, et qui voyaient qu'on ne bougeait pas, ils ont pensé qu'il y avait une cordée en perdition, donc ils ont appelé le PGHM, bah oui. et l'hélico est monté nous faire coucou. Alors on y a fait comme ça, on n'a pas besoin d'aide, tout va bien. Combien ça coûte à peu près? Il y a la loi du marché? C'est la loi du marché, ouais. Il y a des gens qui sont prêts à débourser des grosses sommes pour oui, il faut savoir qu'il y a quand même un caillou qui a été vendu 250 000 € au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Ah ouais? C'est le total. Ils l'ont classé, un caillou assez exceptionnel. Alors, le grand minéral de Chamonix, c'est ça, c'est la fluorine rose. Cette fluorine rose comme ça, c'est un minéral qu'on trouve en Suisse centrale et dans le massif du Mont Blanc, pratiquement sur toute la planète. Et c'est ce qu'il faut trouver et ce qui est cher. Il y a des pièces au musée, là, il y a quelques-unes qui sont entre 50 et 100 000 €, ouais. Qui valent, ouais. Il y en a une sur eBay depuis des mois. Ah bon? À 60 000 €. Une fluorine rose de 8 cm. Ah bien. Sur eBay, depuis, moi je l'ai vu. Et qui vont du Mont, qui est bien réputé du Mont Blanc. Je connais pas la provenance, ni si c'est sérieux, si c'est pas sérieux, mais vous tapez eBay, vous tapez fluorine rose et vous avez un premier. Ah ouais. Un joli caillou de 8 cm par 8 cm. J'ai un collègue suisse qui a trouvé le plus gros cristal, il fait 30 cm comme ça. Il y a un milliardaire libanais qui s'est amusé à monter un musée à Beyrouth, qui a acheté tous les plus gros cristaux du monde. Et il l'a acheté près d'1 million de francs suisses. Wow. La fluorine, donc le gars, c'est pas mal. Ouais, là effectivement. Là, pourquoi la fluorine rose est-elle si recherchée? Parce qu'il y en a de la verte, il y en a de la rouge. Oui, alors, parce qu'elle est rose et rare. D'accord. Oui, parce qu'elle est rare, hein, c'est tout. Ouais. Et qu'elle vient de Chamonix, du massif du Mont Blanc essentiellement, et de Suisse centrale. Il faut des conditions très très particulières pour faire cette forme de cristallisation de fluorine. Et puis des éléments à l'intérieur qui fait qu'elle est rose et pas verte, ni bleue, ni jaune, ni autre chose. Mais alors regardez ça. Là on sort des cristaux aussi. Elle est un peu plus loin. Là on sort ces pierres-là, ces fluorines qui sont... On voit là un peu de rose. Ah ouais. Alors bon, c'est très sale là. Hein. C'est des choses après qu'il faut bien nettoyer à l'eau. Il y a une espèce de poudre qui s'appelle la chlorite dessus. Alors regardez. Là, donc, on a fendu au burin là, et on met du papier dessous parce qu'on sait que c'est plein de pointes dessous. Donc, on va sortir la plaque comme ça, voyez, et là, l'accouchement, regardez, hop, et c'est plein de pointes. Ah ouais. C'est magique. Oui, tout à fait. Et ça, c'est la petite sœur de celle-là. Enfin, celle-là, c'est la plus belle parce que les pointes étaient plutôt beaucoup plus grosses, plus amples. Et dans un four, il n'y a qu'un type de... Oui. Un type de cristaux. Alors, un type au niveau de la couleur, ce genre de cristaux fumés ou noirs ou carrément blancs. Alors,
Et puis il peut y avoir, avec cela, il peut y avoir de la fluorine, comme aux droites, là. Le plancher est plein de fluorine, et puis le plafond est avec des pointes. Alors on doit l'iconographie, la mise en page du livre, qui est tellement belle, à Thierry Bergeron, qui est là, Photographe. qui est designer, photographe, et qui est aussi restaurateur, le café-comptoir de Valorcine, et qui a plein de talents par ailleurs. Bravo. La photo de la couverture. La photo de la couverture, c'est lui. La photo de la couverture qui est assez géniale. Où on voit le sourire de satisfaction du passionné. Ah voilà, donc après j'ai plein de films à vous montrer, mais bon, ça fait l'objet de conférence qui dure 2 heures. Oui, voilà, non, mais là c'était un petit aperçu déjà du bouquin. Mais là on sort les... le 18 août. Oui, au Vox. au Vox. Ouais. Cinéma Vox, là on fera une conférence complète. Ouais. Ouais. Bon, après la conférence complète, c'est maintenant qu'il y a le livre, bon, ça reprend. Et c'est un film, un livre. Donc, il y a... Mais le livre, il est plus sur ta vie, oui, bien sûr. Il est plus personnel quand même. Oui, bien sûr. C'est pas, voilà. Ouais. Mais est-ce que vous avez d'autres questions, vous vous posez des questions là-dessus Profitez-en. Pas tous les jours qu'on a un auteur spécialiste des cristaux, un cristallier de renom. On est auteur tout de suite, dès le premier. Oui. Oh ben dis donc, formidable. Tu veux que je dise, c'est pas toi qui l'as écrit Hein? Est-ce que vous participez beaucoup au musée? Alors moi je ne suis pas trop engagé parce que j'ai jamais trop voulu mélanger les choses. Être jugé parti, ou si vous êtes partie de la commission du musée qui achète les cristaux au cristallier, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc bon, chacun son truc, moi je vais les chercher, je les trouve, je les présente au musée. Et voilà. Et après, quand vous allez au musée de Chamonix, là, on a vraiment un des très beaux musées mondiaux de minéralogie là maintenant, aujourd'hui à Chamonix, hein, grâce au don là, d'un minéralogiste chamonniard Michel Jouty, là, hein, qui a laissé quand même un patrimoine minéralogique absolument énorme à la commune de Chamonix. Ça fait les 2 tiers du musée, hein, sa collection presque. En tout cas, presque la moitié du musée, disons. Et oui. Puis vous verrez, il y a des très gros cristaux depuis quelques temps là. Alors ça, j'ai été au Brésil justement il y a quelques années là. Et comme j'étais quand même un peu passionné par les cailloux et que c'était pas trop cher là-bas, j'en ai ramené 2,5 tonnes. dont les grosses pièces, certaines des grosses pièces qui sont au musée là actuellement. Hein? Attends. Oui, tu es allé un peu partout. Hein. Il n'y a pas que le massif du Mont Blanc. Après, il y a effectivement l'Himalaya où il y a plein de belles choses. Ouais. Ouais. Notamment la vallée de Hunza au Pakistan, c'est là que viennent la moitié des aigues marines du monde. Il y a un endroit où, voilà. Est-ce que tu as vu comment ils travaillaient Ah oui, j'ai été les voir. Ouais. Ouais. Oui, j'ai passé plusieurs jours avec eux, bivouaqué avec eux là-haut sur place, près de 5000 mètres. Mais là, c'est de travail de mineurs. Hein. C'est marteau-piqueur, dynamite. C'est pas la passion là, c'est la nécessité là. Ouais, en même temps, moi, quand je fais des voyages minéralogiques comme ça, je pars un peu avec des photos pour leur montrer que je fais comme eux, quoi, que je cherche des cristaux et tout ça. Et non, les gens sont quand même bien. C'est aussi la chasse au trésor, ils s'enfoncent dans des mines où ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver. Donc ils vont avec d'autres moyens, parce que le roche est extrêmement dur et que c'est pas ouvert comme dans le massif du Mont Blanc. Mais et donc ils ont quand même cette chasse au trésor et cette. Et après, il y a, le Népal, il reste tout à faire sûrement, parce que pour l'instant, les cristaux qui reviennent du Népal, c'est un peu comme si vous les trouvaient, je sais pas où, là sous le plan de l'aiguille, ou enfin c'est juste dans la forêt encore, un peu au-dessus des villages, mais c'est pas en haute montagne. Il y a sûrement du potentiel en haute montagne, mais bon, c'est grand. Et dans leur culture, les Népalais, ils ramassent des cristaux. Oui, ils en trouvent, donc ils en ramassent. Ouais. Ça vient de la région des Ganesh au Népal. Là, je suis allé les voir travailler. Donc après, j'ai pu en acheter, je les ai achetés. Hein. Au Népal, il y a un gars qui a la concession un gars qui habite Katmandou, il a la concession des minéraux sur un territoire comme les 2 Savoies, en gros. Un gars qui est au Ganesh, bon, alors, effectivement, au Népal, tu te balades pas en cachette. Hein.
Comme il y a 5-6 jours de marche, tu es avec une équipe, avec des porteurs, on sait bien que tu es là. Ouais. Et puis si tu parles avec les gens du village de Christo pour qu'ils t'amènent, qu'ils te montrent où sont les mines, donc tu es repéré. Donc tu joues pas au malin, tu vas d'abord voir le gars à Katmandou, tu lui expliques ce que tu fais. Bon, et après, voilà. Mais on a le droit de les sortir du pays. Ah oui, oui, après c'est ça vraiment sort. un truc privé, quoi. Hein? Ouais. C'est privé, c'est une Oui, concession privée. Oui, c'est parti en bagage, c'est rentré en bagage à soute normal. Hein. Ah oui. Ouais. Est-ce que du coup, il y a des types de cristaux qu'on n'aurait potentiellement pas encore trouvés? Des types Non, après, c'est les grosseurs ou des choses. Ce qu'on n'a peut-être pas toujours trouvé, c'est les associations. Donc, le minéralogiste, quand il collectionne, il aime bien, je ne les ai pas trop montré là. C'est pas très riche le Mont Blanc pour ça. C'est différent des minéraux sur la même plaque. Donc, ça. Après, non, on sait qu'il y a. Selon les molécules dont on a une connaissance assez large aujourd'hui de comment ça peut se faire. Alors on trouve de temps en temps un nouveau minéral avec un arrangement moléculaire un peu différent, mais enfin il y a 3000 minéraux déjà sur Terre, différents. Alors, et donc avec des molécules à rallonge, là, des aluminosilicates de fer, de sodium et de je sais pas quoi. Donc ça fait et ça, quand ça s'arrange, ça fait des cristaux aussi transparents, mais avec des formes différentes. Mais des formes parfaitement géométriques. Il y a 7 systèmes cristallins différents pour faire des cristaux de différentes formes. Le quartz en est un. Et que vous dire d'autre? Oui, la minéralogie, nous c'est assez spécifique quand même que ce soit des gars avec leurs marteaux et burins qui ramassent des cailloux. Ailleurs dans le monde, ça sort de mines. Hein. C'est dans les mines. Hein. Dans les mines qui sont explorées pour le fluor, le fer, le manganèse, le nickel. Enfin, bon. Donc quand on est dans ces filons, il y a souvent, on croise du quartz, et puis on trouve des minéraux de nickel, alors qu'ils font des belles choses, des minéraux de fer, des minéraux de... Mais après, au Maroc, par exemple, qui est un pays riche en minéraux, c'est que dans des mines. Des mines qui sont exploitées pour autre chose, des mines de plomb, par exemple. Donc c'est exploité pour le plomb. Puis de temps en temps, quand ils rentrent dans les filons de plomb, à côté, il y a du quartz avec d'autres minéraux et des choses bien cristallisées, jolies. Vous voulez dire quelque chose sur la Gardette? Ouais. Alors après, dans les Alpes, il y a eu aussi... il y a des grands filons comme ça. Alors au-dessus de Bourdoisan, il y a une énorme veine de quartz, Bourdoisan, dans Dauphiné, qui fait 1 à 2 mètres d'épaisseur. Mais le filon s'enfonce dans le rocher comme ça, verticalement. Donc c'est presque des champs au-dessus, enfin c'est de la forêt. Puis vous avez le filon de quartz qui est sur 1,5 km pratiquement, il s'interrompt, il reprend. Et donc ça, donc c'est du quartz, et les premiers qui ont dû exploiter ces quartz, ils ont vu qu'il y avait de l'or dedans. Donc c'était des mines d'or. Du coup, c'est creusé sur des kilomètres, ça a été creusé dès les années 1700 et quelques, 1800, énormément au 1800, donc au 19e siècle. Et donc vous avez des galeries qui font plusieurs kilomètres, des puits qui font 500-600 mètres de haut, des puits qui sont plus petits, des galeries dans tous les sens. Et là, là il suffit encore de continuer de creuser dans le quartz pour retrouver à nouveau de très beaux cristaux. Et la Gardette, c'est des cristaux comme ceux-là, même encore plus translucides et transparents, parmi les plus belles qualités de quartz qu'on trouve au monde. Et par exemple, récemment, là, il y a des jeunes qui, à la Gardette, en recoupant un peu, de voir si le filon était comme ça, il a tourné à un moment donné, c'était plutôt favorable, donc ils ont pensé qu'à un endroit, il fallait absolument les creuser là, que sans doute il y aurait des fissures qui s'ouvriraient avec de beaux cristaux. Et ils ont fait le jackpot. Alors, ils ont travaillé pendant près d'1 an pour avancer d'une quinzaine de mètres un tunnel. Et puis, voilà, c'est quand même marteau-piqueur, enfin petit marteau-piqueur, dynamite. Il faut y aller à la dure. Puis évacuation avec un seau. Bon. Et puis tout d'un coup, blof, la fissure s'est ouverte et c'était plein de magnifiques cristaux. Donc il y a encore, potentiellement, il suffit de creuser la montagne. Il y a encore de quoi découvrir. C'est fermé la Gardette. Non, alors c'était fermé et c'était un peu compliqué. Je crois que maintenant ça appartient à la mairie et la mairie réautorise, comme ça, peut réautoriser les cristalliers à y travailler. C'était le cas de ces jeunes qui ont sorti ces très belles pièces il y a 2 ans. On a les mêmes veines dans le Val d'Ayas en Italie. Là. Vous verrez, je raconte l'histoire. Le Val d'Ayas, il y avait de Champoluc.
C'est exactement la même chose que la Gardette, avec des grands filons qui sont dans la forêt, comme ça, qui ont été exploités, pareil, en mine d'or. Et alors l'or, là c'est très marrant, parce que vous nettoyez le quartz sur les bords de la mine, et puis peut-être vous voyez un petit bout d'or. Alors il faut creuser autour, casser le morceau de rocher, et puis l'or est complètement mélangé dans la roche. Hein. Et puis là, vous mettez le cristal dans de l'acide sulfurique que vous chauffez un peu. Pendant un moment, ça dissout le quartz, et bien sûr, ça ne dissout pas l'or. Et après, hop, vous avez l'or qui sort tout seul. Il y a des congrégations absolument spectaculaires qui ont été trouvées. Et nous, on était allés, on a trouvé un tout petit peu d'or, mais pas grand-chose, mais des très beaux cristaux quand même. Sur Donc le filon du Passon, finalement... Hein, le filon du Passon, si encore un peu de dynamite, oui. On peut peut-être tomber sur un bon filon. Ah, c'est ce que j'ai revu le radiesthésiste qui a 94 ans là maintenant. Il n'y a pas très longtemps, il m'a dit mais qu'il fallait creuser, que il n'était pas capable avec son pendule de savoir si c'était à 1, 2, 3, 5, 10 mètres. Et puisqu'il y en avait à 3 mètres, il dit... En tout cas, il y a de l'or, c'est sûr. Qu'il a trouvé des pépites, il a vu des pépites de plus de 80 grammes. Wow. Un truc quand même comme des œufs, tu vois. C'est pas mal. Un jour peut-être. Qu'est-ce qui fait la différence de taille, là, par exemple, entre des cristaux qui viennent d'Amérique du Sud, qui sont énormes, et ceux qu'on voit ici? C'est les conditions de formation. Pour faire des très gros cristaux, il a fallu que... Alors, quand ça fait des forêts comme ça veut dire que ça a précipité relativement vite. C'est-à-dire que dès le départ, les atomes, ils se sont mis sur plein de petits cristaux là. Donc, parce que, voilà, comme ça, la variation des atomes dans la solution était assez brutale, ça se précipite assez vite, et donc ça fait plein de cristaux. Et si par chance, ça pousse à un endroit, et puis que ça met des millions d'années à pousser tout doucement, et pas de raison, ça va toujours sur le même cristal, et ça pousse un énorme truc. J'ai vu au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, au Jardin des Plantes, vous avez des cristaux géants, là. Un peu comme ceux que j'ai ramenés du Brésil, là, qui sont au musée de Chamonix. Enfin, ils sont encore plutôt 3-4 fois plus gros, là, ceux qui sont... À Dubaï, si on a des beaux, là, dans la salle. Ah, vous avez vu ça? Oui. Ouais. Alors, ils sont au musée maintenant. Ah bon? Non, c'était les miens, ceux de Douai. Ah oui, c'est ceux que j'ai ramenés dans ce fameux voyage. Du Brésil, c'était? Oui, du Brésil, oui. Oui, c'est complètement brésilien. Et sous le col infranchissable aussi, il y a une ancienne mine. Oui, les anciennes mines. Alors, donc les Romains, sans doute des mines de plomb, d'antimoine ou d'argent. Il y a un peu de tout. Et donc il y a des mines romaines. Ah ouais, au moment des Romains, ouais. Ah ouais, ils sont visibles, hein. Les trous sont visibles, le chantier, ouais. Ah oui, côté Miage, côté italien du col infranchissable. C'est un sale endroit au niveau chute de pierre, hein. Maintenant, ouais. C'est pas terrible. Eh ben merci Jean-Franck. Mais écoutez, merci pour votre attention.